va bien tout le monde? Vous parlez en masse d'IA aujourd'hui? Merci. Euh, fait que Vuban, on l'a déjà présenté. Je m'appelle Hugo, je travaille pour Vuban depuis une dizaine d'années. Moi, je suis rentré chez Vuban comme développeur full stack il y a exactement 10 ans. Puis la raison pour laquelle je voulais être développeur, c'est que j'allais avoir de la job pour toujours. LOL, j'aurais envie de dire. Fait que, parce qu'avec les agents IA, l'intervenant précédent en a parlé un peu. Avec les agents IA, clairement, l'IA est vraiment bonne à coder. Fait que, comme on l'a dit, je suis lead d'adoption IA. Je gère toute l'équipe de prod chez Vuban, qu'on parle l'équipe de développement IA, Aero, BI. Fait que c'est ça. Fait qu'à chaque fois, je rentre direct dans le vif du sujet. À chaque fois que je parle d'IA, j'amène ce graphique-là. Je pense que je vous l'avais présenté l'année passée. Je l'ai présenté, il y a 6 mois, au congrès manufacturier. La raison pour laquelle je présente ce graphique-là, c'est que à chaque fois qu'on parle d'IA, on a l'impression qu'on est face à un mur à tel point ça va vite. Peu importe quand est-ce que je vous en parle, je vous en ai parlé en novembre, j'ai l'impression que ça allait extrêmement vite. Je vous en parle maintenant. La vitesse continue, ça va toujours aussi vite. Puis la raison pour laquelle ça va vite à ce point-là, c'est que c'est exponentiel. Les avancements qui s'est passés entre novembre et maintenant en IA sont beaucoup plus rapides de ce qui s'est passé les 6 mois précédents. Puis c'est pour ça que la question, tantôt, quelqu'un a posé une question, comment on s'imagine dans 1 an ce que ça va être l'IA? C'est extrêmement dur à s'imaginer parce que ça va beaucoup trop vite. Dans 1 an, c'est un peu de la science-fiction, au final. Je ne sais pas, on vous a peut-être déjà présenté ce genre de graphique-là, mais si on prend ChatGPT, tantôt on a parlé du moment en novembre 2023 de la sortie de ChatGPT. Avant d'atteindre 100 millions d'utilisateurs, ça a pris 2 mois, alors que pour l'Internet ou le téléphone, l'Internet c'était 7 ans, le téléphone c'était 75 ans. Fait qu'il faut vraiment avoir l'état d'esprit que ça va hyper vite, puis peu importe à quel moment je vous parle, les choses changent extrêmement vite. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ces robots-là. C'est des robots Ubiquiti. C'est capoté, là. Sérieusement, moi, je trouve ça un peu uncanny. C'est un peu malaisant à regarder. Vous ne trouvez pas? Tantôt, il y a une question sur la robotique. En ce moment même, dans des usines en Inde, ils sont en train de mettre des caméras sur les travailleurs pour récolter des données pour entraîner ces robots-là. Puis ces robots-là, ce n'est pas des robots qui sont très chers, c'est des Ubiquiti, ça coûte à peu près 13 500 $. À main levée, qui s'achèterait un robot à 13 500 $ pour ramasser les jouets des enfants à terre? J'ai 3 enfants en bas de 5 ans. Là, quand je vois ces robots-là, moi, je suis excité. Ce que je disais à ma blonde hier, je disais, hey, il pourrait tout plier le linge, puis je te le dirais pas que c'est le robot. Fait que 13 500 $, on peut l'acheter direct, c'est des robots chinois. Puis c'est pas de la science-fiction. J'ai parlé à un de nos clients qui s'est Ranmore. Lui, il a une shop, puis il a acheté des robots. Là. Littéralement, il a repris la shop de son grand-père et de son père. Puis le gars, il est capoté. Là. Je vous ai mis le lien vers le podcast que j'ai fait avec. Là. Mais littéralement, il a automatisé sa shop de A à Z. Il a créé un software qui se code lui-même. Il a mis de l'IA partout. On l'a aidé à mettre de l'IA. Puis lui, d'un coup, je parlais, il était en train de magasiner ces robots-là. Il se les achetait puis il les mettait dans son usine. Fait qu'on a l'impression des fois que c'est de la science-fiction, mais c'est maintenant que ça se passe. Fait que ce qui est un peu déroutant avec l'IA, probablement qu'on vous en a parlé multiples fois, c'est qu'en ce moment, à tous les 4 mois, le temps que l'IA peut nous sauver pour une tâche double. Pensez-y, à tous les 4 mois, ça double. Ça veut dire que quand le premier modèle d'IA GPT-2 est sorti, on faisait des tâches d'à peu près 5 secondes. Puis dernièrement, avec des modèles comme Claude Opus 4.7, on parle de tâches de 12 heures. C'est pour ça qu'on parle, plusieurs personnes ont mentionné, vous avez sûrement déjà entendu parler, que les développeurs, les agents IA codent à leur place parce que les développeurs faisaient des tâches de 12 heures que maintenant on est capable de faire hyper rapidement en 1 heure, par exemple. Avez-vous déjà vu cette vidéo-là? Ah, that's hot. That's hot. Je sais que c'est weird, là. Uncle Bill, come try this. Ça, c'est une vidéo, c'était l'état de l'art de la création vidéo en 2023. En 2026, là, en 2023, c'était le meilleur qu'on était capable de faire avec l'intelligence artificielle. Je laisse à l'œil parce que c'est un peu bizarre. Ça, c'est cette année. Man, we've come a long way.
des fois, j'ai de la misère sur Netflix à me choisir un film. Je suis tombé là-dessus, puis ça met en un seul film tous mes films préférés. Moi, je me suis fait vendre avec William Wallace avec les lunettes de soleil. Là. On écoute ça, un film? Non? كلاود كود مساعد البرمجة الذكي من أنثروبيك. Ça, c'est كلاود vraiment كود هو important. أداة écoutez. برمجة تعمل مباشرة في سطر الأوامر. طورتها شركة أنثروبيك. تتيح هذه الأداة للمطورين تنفيذ quelqu'un مهام qui comprend البرمجة ce que من je خلال dis? أوامر باللغة الطبيعية دون الحاجة Est-ce que إلى ça a du تغيير sens? بيئة العمل المعتادة. تتميز هذه الأداة بقدرتها على Ça a du sens? Pardon? Je parlais de quoi? Je parlais de Claude, exact. Fait que ce qui est capoté avec ça, là, ça fait plusieurs fois que je montre des vidéos comme ça. La vidéo que je viens de vous montrer avec ma face, c'est pas moi, c'est un clone. Je me suis cloné avec l'IA. Je me suis répliqué un avatar complètement. J'ai cloné ma voix avec un autre logiciel. Puis je suis capable de traduire ma voix dans toutes les langues. Fait que je vous rassure, je suis zéro polyglotte. Des fois, j'ai de la misère à prononcer mes R en anglais. Là. Fait que en arabe, c'est encore pire ou en allemand. Je vais revenir pourquoi je vous montre ça. C'est vraiment important. C'est des outils qu'on va pouvoir utiliser directement pour améliorer notre productivité. Je reste là-dessus un peu. C'est vraiment un changement de paradigme. Là, puis j'ai lu de quoi qui est quand même assez capoté avec les changements technologiques. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un boom technologique, on a comme une fenêtre de 25 ans où il y a du développement assez insane technologique, où il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. Puis ce boom-là commence en 2025 avec l'IA. On l'a vu dans la révolution industrielle, il y a un boom de 25 ans. Ça la même chose avec l'époque des Lumières. Puis juste pour figurer de quoi le prochain 25 ans pour avoir de l'air, imaginez que vous êtes en 1750, Léonard de Vinci, vous le prenez, vous l'emmenez en 2025. Ça se peut qu'il meure d'un choc technologique à voir tout ce qu'on a en ce moment. Pour avoir le même choc en 1750, peut-être qu'il faudrait aller prendre un chasseur-cueilleur dans une grotte, l'emmener en 1750, puis il reste ce choc-là. Mais si on prend quelqu'un en 2025, puis on l'emmène en 2050, il y aurait la même intensité du choc. Puis là, la majorité d'entre nous ici, je vous le souhaite, va être vivant en 2050, mais on va voir des changements qui sont absolument drastiques et absolument intéressants, à mon avis. On parle beaucoup d'AI, il y a beaucoup de buzzwords. Fait que je vous ai sorti une carte de buzzwords, puis j'avais envie, j'ai pas eu le temps, là, je voulais vous faire des cartes bingo. À chaque fois qu'il y a un buzzword, puis que vous avez une ligne, on gagne un prix. Ça a-tu du sens? Fait que, pourquoi je parle de buzzwords? Parce que je veux ramener ça dans le concret pour vrai. Pour pas juste name-dropper des buzzwords AI, LLM, RAG. On peut en parler tout le temps, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que pour illustrer ce que je veux vous illustrer, je veux faire une petite mise en abîme. Comment je fais pour créer une conférence comme aujourd'hui à l'ère de l'IA, en utilisant nos outils, bien entendu. Fait qu'il y a une panoplie d'outils. ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, l'intervenant d'avant en a parlé. Ils sont tous un peu similaires, mais des fois, il y a des petites différences qui sont intéressantes. Si je prends Copilot, je lui demande « Réponds à tout avec un seul mot », il me dit « Compris ». Ça a du sens. ChatGPT me dit « Compris ». Gemini, il me dit « Compris ». Puis Claude, il me dit « Non ». Puis quand je lui demande « Pourquoi tu me dis non », il me dit « Ah ouais, Copilot, ChatGPT, Gemini, 3 bons petits soldats obéissants, Claude, non. C'est exactement pour ça que tu es ici puis que tu n'es pas avec eux. » Je l'ai entraîné un peu, mon Claude, à bien répondre. Là. Il me challenge souvent, mon Claude. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer la conférence? Parce que je voulais que ça soit le fun, puis j'ai envie de m'amuser, que je prépare des conférences. J'ai commencé avec Gemini, pourquoi pas. En fait, j'utilise jamais Gemini. Là. La raison pour laquelle j'avais pris Gemini à ce moment-là, c'est qu'avec Claude, on a un maximum de tokens. Vous savez, c'est quoi des tokens? Un LLM, il ne fonctionne pas avec des mots, il fonctionne avec des tokens, puis littéralement, il prédit le prochain mot. Mais il y a une limite d'utilisation. Puis avec Claude, malgré qu'on a chez Vouban les modèles avec le plus d'utilisation possible, à un certain moment, on pète nos tokens. Puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler sur la conférence, j'avais pété mes tokens, fait que je suis allé sur Gemini. Fait qu'avec Gemini, ce que j'ai demandé, j'ai dit, va sur le site de maintenancequebec.com puis extrais-moi 100% du contenu en format texte. Ça a du sens? Il est parti, il est allé sur le site, il a extrait
tous les articles au complet, toutes les pages possibles. Moi, ce que je voulais, c'était tout le contenu, parce que je voulais savoir c'est quoi les plus grandes problématiques que vous avez en maintenance, puis pas juste parler de quelque chose que je ne connais pas. Fait que je voulais aller chercher l'information. Une fois que j'ai cette information-là, il m'a downloadé dans mon ordinateur directement tous les articles du site qui a été jamais écrit. Quand on donne tous les articles à Claude, par exemple, c'est vraiment facile d'avoir de l'information, peu importe la question qu'on y parle, qu'on y demande. Ça, c'est un exemple d'article qui m'a extrait. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il m'a donné des commentaires utiles pour la conférence. Il me disait utilise leur jargon, range time, MTBF, cadenassage, GMAO. Ça a du sens? Ça a du sens? J'étais à la bonne place? Il m'a dit de name dropper du monde, comme le disait Serge Rivolan dans votre blog. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était des conseils de Jiminy. Puis il me dit ne parle pas de code Python ou de neuron, parle de pompe, de moteur puis de temps d'arrêt. On est alignés? Super. Maintenant, j'avais une autre problématique à régler, c'est que je ne voulais pas me répéter sur mon ancienne conférence que j'avais faite en novembre, ni celle de l'année passée. Fait que je cherchais ma propre conférence pour extraire le transcript, pour ne pas dire les mêmes affaires. Puis en faisant ça, je me suis dit, pourquoi pas juste extraire l'entièreté des conférences de Maintenance Québec? C'est ce que j'ai fait. Je dis, va chercher les transcripts sur le YouTube de Maintenance Québec. De tous les vidéos des 3 dernières années, il doit y avoir toute l'information que j'ai besoin. Puis vous avez remarqué, j'écris avec un peu de faute. Là. Claude, il est super à l'aise avec ça. C'est vraiment pas si grave. Fait qu'il m'a sorti les transcripts de toutes les vidéos qui ont été faites, de toutes les conférences qui ont été faites en Maintenance Québec, qui ont été publiées sur YouTube. J'y avais accès. Fait qu'à partir de ces conférences-là, il m'a sorti des sujets saturés. Il n'en a pas parlé, comme la planification, l'ordonnance même. Il a dit il y a déjà eu plein de conférences sur le sujet, fait que viens pas reparler de ça précisément. Fait qu'il m'a sorti des points qui ont été couverts de long et en large. Moi, ce que je cherchais, c'était des points qui étaient problématiques, un vrai pain point. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit OK, je veux vraiment que tu me sortes les pain points. J'ai demandé la question, puis en plus, j'y ai passé un sample d'une couple de nos projets qu'on a déjà fait en IA chez Vouban. J'ai donné toutes les PDF. Fait que là, il y avait toute l'information pour me dire qu'est-ce que tu plugues où et pourquoi. Fait que là, il me l'a sorti. Vous voyez, il y a une liste, là, je vais vous la résumer, mais il y en a un qui attire mon attention. Puis d'ailleurs, l'intervenant précédent en a parlé. Capture du savoir tribal via l'IA. La retraite massive. Je dis, OK, on commence à s'aligner. Je pense que les problèmes de gens qui partent à la retraite, c'est assez fréquent chez vous. Ça marche jusqu'à maintenant? Il m'a aussi sorti tout le vocabulaire des in-jokes de la communauté. Puis moi, ce que je voulais savoir, c'était quoi, quel GMAO vous utilisez. Puis il m'a sorti en priorité SAP puis Maximo. À main levée, qui utilise Maximo ici? SAP? OK, il y en a quand même quelques-uns. Fait que ce que j'ai fait, moi, j'ai fait une démo avec Maximo, mais c'est la même chose avec SAP essentiellement. Fait que j'ai séparé ça en 3. Il y a 5 catégories qui sont vraiment ressorties. Fait que le savoir part à la retraite. Des Excel partout, des GMAO nulle part. Je pense qu'un des points qui ressortait de tous les transcripts, c'est que les GMAO, c'est un peu douloureux à utiliser. Là. Il y a l'air d'avoir 18 menus, des sous-menus. Quand on veut l'utiliser, c'est long, il faut remplir des choses. En essayant Maximo, j'ai pu expérimenter la douleur d'utiliser ce genre de logiciel-là. Je ne l'avais jamais essayé. J'étais allé me chercher un trial, puis je l'ai essayé pour vrai. Puis l'urgence permanente. Qui est tout le temps en mode pompier ici? Pas pire. Il y en a quand même une couple. Chez Vouban aussi, on est souvent en mode pompier, on court après des affaires, fait que c'est quand même assez normal. La résistance au changement, je ne vous en parlerai pas. Puis quand vous essayez de convaincre la direction ou le CA ou peu importe d'investir, ça aussi, je n'en parlerai pas, je vais laisser ça à d'autres intervenants. Fait que le savoir part à la retraite. C'est des quotes que j'ai sortis des conférences. Une personne sur 5 entre 55 et 59 ans part à la retraite. De 60 à 64 ans, c'est 2 sur 5. Puis quelqu'un dans une des conférences a dit à 65 ans et plus, on espère qu'il profite de la vie. Fait que ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'il y a énormément de monde qui part à la retraite. Puis quand le monde part à la retraite, ce n'est pas nécessairement une vague de retraite. La problématique, c'est vraiment une amnésie corporative. Comme on l'a dit, il y a énormément de connaissances qui est dans la tête du monde. Maurice, que ça fait 35 ans qu'il travaille sur telle machine, il y a des insights qui sont absolument importants à avoir et à conserver.
Puis le genre d'insight, c'est le genre d'insight qu'on ne va pas nécessairement documenter. Fait qu'il y a des exemples que j'ai marqués ici. Ne pas mettre les frères Tremblay sur le même corps. Je ne sais pas si ça avait déjà arrivé. Ils sont bien cool, les frères Tremblay, mais quand on les met ensemble, la productivité descend. Fait que ça, c'est le genre d'insight qu'on veut savoir, qu'on veut pouvoir transmettre pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Fait qu'il y a deux grandes vagues qui se croisent en ce moment, puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis je trouvais ça super intéressant que l'autre intervenant d'avant en parlait, parce que c'est clairement significatif. C'est qu'on a une vague de gens qui partent à la retraite, puis au même moment, on a une vague d'agents IA. Fait que les agents, je vais en parler un peu. On va pas refaire le tour de la roue au complet sur les agents. Je vous laisse des tutoriels. Là, je vous enverrai, je pourrais partager la présentation si vous allez les écouter après. Tout le long de la présentation, j'ai mis des podcasts, des tutoriels si vous voulez en savoir plus. Mais les agents IA, si on le résume vraiment simplement, un chatbot, on lui pose une question, il répond. Un agent IA, on lui donne un objectif, puis il se débrouille à peu près tout seul. Fait que, mettons, si on veut faire vraiment, vraiment la différence entre les deux. Fait qu'un agent IA, il y a trois composantes à retenir qui est assez simple. Il y a un cerveau qui est notre LLM qui réfléchit. Il y a la possibilité de percevoir des choses, puis il y a la possibilité d'agir. Mettons que je prends l'agent le plus simple de l'univers, un thermostat. Il est capable de lire la température, il est capable de prendre une décision, fait qu'un cerveau très petit, mais il prend une décision, puis il est capable d'avoir un outil qui est allumer ou éteindre le chauffage. Fait que ça sera un agent, mettons, de la manière la plus simple. Fait que l'anatomie d'un agent, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Comme je disais, on a un système de pensée. Fait que notre LLM, que ce soit Claude, que ce soit un modèle de ChatGPT open source, ça n'a pas d'importance. On va choisir notre cerveau pour notre agent. La capacité d'interagir avec le monde, API, MCP, l'autre d'avant on en a parlé aussi. MCP, c'est comme la nouvelle façon de se connecter à différents outils, mais on peut se connecter via des API. Fiabilité, contrôle, on veut des tests, on veut que ça soit fiable quand on fait quelque chose. Puis la visibilité et la collaboration, c'est qu'on veut garder des traces. Quand un agent IA prend des décisions, on veut garder des traces de cette décision-là. Petite anecdote, je voulais m'acheter une nouvelle voiture un peu avant Noël, puis je me suis créé un agent pour qu'il aille sur Internet automatiquement, puis qu'il écrive au vendeur quand il trouvait la voiture que je voulais, puis j'y avais dit soit direct et concis. Puis à un certain moment, j'ai vu un email partir, puis ça disait « Hey man, dépêche-toi, j'ai pas de temps à perdre, donne-moi le Carfax pour telle voiture. » Fait que, il était un petit peu trop direct et concis. Fait que, c'est pour ça que généralement, on a besoin d'un human in the loop pour venir faire comme « Ouais, c'est peut-être un peu intense ton email. » Fait qu'avec tout ça, une fois qu'on a l'IA puis on met tout ça ensemble, ce que je veux vous parler ce matin, c'est d'un produit qu'on a fait chez Vuband qui s'appelle Morphy. Morphy vient exactement régler le problème des gens qui partent à la retraite. C'est spécifiquement ce problème-là qui vient régler. Puis je trouvais ça assez extraordinaire qu'on l'ait lancé la semaine passée, puis qu'en travaillant dans les transcripts, c'était un des pain points les plus importants dans la plupart des entreprises au Québec. Fait que Morphy, essentiellement, vous pourriez y avoir accès très bientôt. Dans le fond, vous inscrivez la personne, peu importe c'est quoi son rôle. La personne va utiliser Morphy pour aller capturer l'entièreté de ce qu'il y a dans la tête. Parce que de la documentation, quand on la fait à la main, elle existe au moment où on la fait, puis après ça, généralement, on l'abandonne, notre documentation. Avec ça, on peut la maintenir à jour facilement, vraiment facilement dans le temps. Puis dans le fond, je vais vous montrer une démo, vous allez voir exactement comment ça fonctionne. So today, we're covering two things: how to use Claude Cowork with skills, and then how to use Claude Cowork agents. Ready to jump into the first one? Yeah, sure. So let me share my screen and I'll show you how we use Cloud Code. All right, do you see my screen? Got it. Okay, so I'll show you how we do customization of our skills. So we have, for example, a Vuband presentation plugin in which there's multiple skills. And as you can see here, we have the list of skills, part of that Vuband presentation plugin. Perfect. I can see it. So you've got the Vuband presentation plugin open with a bunch of skills listed on the left: accessibility, analyze, animate, brain trust, brand check, and so on.
And on the right, you're looking at the details of the accessibility skill, which does an accessibility audit and has that description and the steps laid out. So when you're customizing a skill like this, what does that process actually look like for you? Are you editing the skill definition itself, or are you configuring how it gets triggered or used? Yeah, so usually we'll modify the description here. So as you can see, there's multiple set of instruction organized per categories, and Got it. So from the user's perspective, it feels like a natural conversation with Claude. But behind the scenes, Claude is recognizing when skills are relevant and applying them. The skills are kind of invisible to the user unless they want to see them or explicitly invoke one. That's a really clean experience. Users don't have to think about which skill to use. Claude just figures it out and gets the. Today we're Excusez-moi, prends le micro. L'autre partie, c'est identique, mais en français. Fait qu'essentiellement, tu viens discuter avec Morphy. Tu peux partager l'écran, parler avec, puis il va venir enregistrer l'entièreté de la documentation. Il va tout documenter de A à Z. S'il détecte des gaps, parce que des fois, c'est facile, là, tu sais que ça fait 35 ans que tu fais quelque chose, à un certain moment, tu n'expliques pas tout nécessairement, parce que pour toi, c'est une évidence. Le système Morphy va détecter ces évidences-là, puis il va poser des questions. Il va détecter les gaps automatiquement, puis il va poser des questions en langage naturel. Fait que souvent, la grosse puissance de Morphy, essentiellement, c'est que souvent, tu as des gens, justement, qui sont pas très habitués à utiliser les technologies. Avec ça, ils n'ont même pas besoin de savoir c'est quoi l'AI, c'est quoi un skill, c'est quoi un plugin. Ils peuvent directement discuter avec Morphy puis faire la documentation au complet. Fait que je vous laisse. Pour ceux qui s'intéressent, il y a le lien vers... vous pouvez déjà vous abonner sur la mailing list. On a un groupe en ce moment qui sont en train d'utiliser Morphy et de le tester. Il y a une prochaine vague qui s'en vient bientôt. Fait que si ça vous intéresse, encore une fois, je vais partager la présentation, mais vous pourrez aller sur la mailing list pour tester l'outil. C'est assez malade. Je l'utilise moi-même. J'ai des gens dans mes équipes qui finissent par partir. Des fois, c'est des développeurs qui avaient une connaissance X. Je les plug sur Morphy. On capte la connaissance avant qu'ils partent. C'est vraiment, 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 vraiment efficace. L'autre point qui était sorti dans les transcripts, Excel partout, GMAO nulle part. Est-ce que c'est vrai qu'il y a du monde ici qui utilise des Excel au lieu des GMAO parce que c'est trop douloureux? C'est sorti dans les transcripts? Oui, il y en a quelques-uns quand même. Fait que la problématique ici, c'est que Maximo, c'est une base efficace, mais ce n'est pas convivial dans les quotes des transcripts. Puis ça crée des bébés Excel à côté que tout le monde a. Fait que là, ça, on a un problème parce que depuis, vous en avez déjà entendu parler, quand on veut faire de l'IA, on a besoin de données. Fait que pour avoir des données, il faut qu'ils soient bien documentés, il faut qu'ils soient dans le GMAO. Mais si ce n'est pas efficace, il faut trouver une façon efficace de gérer ça. Fait que qu'est-ce que ça fait essentiellement un GMAO? Ça peut faire des bons de travail, des actifs, de la maintenance prédictive, ça peut parler des pièces, faire des rapports. Tout ça, un agent est absolument efficace à gérer ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais le faire concrètement, puis vous emmener un exemple concret. Fait que je suis allé prendre une session d'essai dans Maximo directement. Je suis allé downloader, m'inscrire à Maximo. Puis, ce que je me suis créé, c'est que j'ai voulu me connecter directement avec Claude dans Maximo. Fait que puis la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que même si on trouve que ce n'est pas efficace un GMAO, le changer ne règle pas le problème fondamental, c'est qu'il faut aller cliquer à 53 places pour faire une action. Puis c'est un peu une perte de temps. C'est des pertes de temps qu'on a un peu à tous les jours, alors qu'on a notre voix, un LLM, puis le LLM, lui, est capable d'aller interagir directement avec l'outil au lieu que ce soit nous-mêmes. Fait que ce que j'ai fait, je me suis créé un plugin Claude. Fait que les plugins, là, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est vraiment un ensemble d'outils. Puis dans un plugin, on a plusieurs types d'outils. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que Gemini, au début, me dit de ne pas parler de code Python. Fait que je ne le ferai pas trop. Fait qu'on a des skills, des sub-agents, des hooks puis des scripts. Les skills, c'est vraiment nos sets d'instructions qu'on va donner à notre agent. Les sub-agents, c'est vraiment des agents spécialisés qui vont faire une seule tâche, disons, créer un bon de travail. Et ça pourrait être la seule tâche de notre sub-agent. Des hooks, c'est pour avoir un peu de déterminisme dans ce qu'on fait puis aller mettre de la sécurité ou de la robustesse. Puis des scripts, c'est pour aller se connecter à nos différents systèmes. Fait que ce que j'ai fait directement, je vais skipper ça un peu, je me suis créé, parce que le temps passe vite quand même, fait que je me suis créé un plugin
pour pouvoir interagir. On pourrait interagir exactement de la façon que je montre ici. Fait que la première étape, ce serait /maximo, par exemple. Le compresseur 3 fait du bruit. Lui, il sait quel skill aller chercher automatiquement. Il va l'invoquer. Il va exécuter du code Python, puis il va aller interpréter le résultat, puis disons créer un work order. Fait que ça, c'était mon plan de départ. Donc, la théorie, je voulais le mettre en pratique. Fait que ce que j'ai fait, petite pause, j'ai fait une vidéo sur comment créer un skills. Fait que là, je vais très vite, mais si jamais vous voulez l'expérimenter vous autres même, c'est un tutoriel step by step sur comment se créer un plugin. Fait que si jamais vous voulez l'essayer directement en sortant d'ici, vous amuser à coder, c'est quand même assez accessible. Fait que je me suis créé un plugin qui va aller dans les modèles de vision de Maximo. Maximo ont une partie dans la plateforme Maximo. On peut faire des modèles d'IA, mettre des images puis entraîner des modèles. Fait que je suis allé connecter mon plugin directement dans Maximo. Puis je suis allé me créer justement un agent, un skills, qui est un assistant qui va recevoir de l'information, une image, disons, puis qui va créer notre bon de travail automatiquement dans la plateforme. Fait que j'ai fait un entraînement. J'ai créé mon plugin. Puis là, on voit, il y a inspect, deploy, setup, statut, train. Fait qu'en premier lieu, j'ai entraîné un nouveau modèle. Fait que je suis allé chercher un dataset de casting de pompe à eau. J'ai fait un entraînement. Puis une fois que j'avais mon entraînement, je pouvais l'utiliser directement dans l'interface de Claude Cowork. Puis vous voyez, on pourrait prendre une photo du casting puis dire « Hey, peux-tu me valider? Je pense qu'elle est brisée. » Puis lui, avec son modèle d'IA en arrière, il va aller invoquer le modèle. Il va dire, OK, il est réellement brisé ta pompe, peu importe c'est quoi le problème du casting. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer le work order complètement automatiquement, puis il va aller le pusher dans Maximo sans qu'on ait eu rien à faire, essentiellement. Fait que je l'ai tout fait parce que ça me tentait de le faire pour la démo. Fait que tantôt, on parlait qu'on pouvait créer des petits agents rapidement. C'est un peu comme ça qu'on fait. Fait qu'avec Claude, c'est vraiment efficient pour se créer des agents hyper rapides puis connecter tous nos systèmes. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, là, j'ai connecté absolument tous mes systèmes. Là. Tu sais, mettons que je viens ici aujourd'hui, il faut que je fasse un rapport de dépenses, mais tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre toutes mes factures, disons, je les mets dans Claude, puis lui, il fait mon rapport de dépenses automatiquement, il l'envoie au acquis de droit chez Vubam. C'est le même pour absolument tout. J'ai connecté mes calendriers, mes emails, tous mes Slack, mes chats. J'ai tout connecté avec des plugins, des agents comme ça pour automatiser la majeure partie de ce qu'on fait. Fait que ce qui est cool avec ça, c'est que là, on règle un problème, c'est d'interagir avec la plateforme, avec GMAO. Mais on peut faire des projets beaucoup plus complexes que ça. Ici, on avait fait un projet avec les autres, c'était des pompes à eau, justement. Puis il y avait des pertes d'eau. Fait qu'on a fait un modèle pour faire de la maintenance prédictive sur les garnitures des pompes à eau, puis faire de la maintenance prescriptive aussi. Le problème, c'est que des fois, il faut changer, disons, pour maintenir les pompes à eau, il faut changer la pression, la température. Puis des fois, quand tu changes la pression, mais l'effet n'est pas immédiat. Fait qu'on est allé faire des modèles pour nous aider à faire ça, précisément. Je vous parle d'un autre projet qu'on a fait. Je vous emmène un peu ailleurs, on sort un peu de la maintenance, mais c'était des projets que je trouvais hyper pertinents à vous parler, des projets de vision. FlyScan, ce qui était malade avec eux, savez-vous qu'au Canada, il faut inspecter les pipelines à toutes les 2 semaines? Puis de la façon qu'ils font, là, vous allez voir, c'est malade. Là. Pour inspecter les pipelines au départ, c'est qu'il y a un pilote d'avion qui est tout seul dans son avion, il vole au-dessus des pipelines, puis il regarde par la fenêtre voir si c'est correct. Essentiellement. Puis c'était tellement efficace qu'ils ont mis une grosse pancarte à terre géante qui était écrit « Signale-moi », puis le pilote d'avion a passé, puis il ne l'a jamais vu. Fait qu'avec cette problématique-là, on a fait un projet, on a mis des caméras de vision, des caméras spectrales dans des avions, littéralement. On a fait un modèle d'IA qui détecte toutes les threats. Mettons qu'il y a un tracteur qui est en train de creuser dans un champ, puis on sait qu'il y a un pipeline en dessous. Ça crée des alertes automatiquement aux pilotes puis aux personnes concernées pour aller voir s'il y a une problématique. Fait qu'on a vraiment amélioré l'inspection de pipeline au Canada avec ce projet-là. J'en avais déjà parlé, je vais vite un peu sur celui-là, mais il est vraiment intéressant. Ça, c'est un projet de maintenance prédictive qu'on avait fait. Dans le fond, c'est des déchiqueteurs, une compagnie qui recycle du plastique. Puis ils ont des espèces de couteaux qui viennent déchiqueter le plastique. Puis il y avait souvent des pannes, parce que les couteaux, à un certain moment, ils étaient moins aiguisés, puis étaient moins efficients. Puis des fois, la productivité déclinait de 50 %. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait de
de la maintenance prédictive sur les couteaux pour être capable de les entretenir d'avance pour pas qu'ils pètent en plein milieu d'une production, disons. Puis je vous en donne un dernier que je trouve intéressant. C'est, j'ai oublié le nom de la compagnie, mais eux autres faisaient des espèces d'implants orthopédiques. Dans le fond, ils fabriquaient les implants, puis aussitôt qu'il y avait une petite erreur, il fallait les discarter. Fait que littéralement, on a conçu un robot puis un AI qui vient prendre chacun des implants une à une, qui les analyse avec la vision, qui vient détecter les défauts puis qui les discarte au besoin. C'est du contrôle qualité, au final. Ça vous va? Fait que, mon dernier point, l'urgence permanente, qui va être c'est ça, mon dernier point. Ce qui est sorti, c'est que dans les différentes conférences, on n'a pas de stratégie, on est tout le temps en mode pompier, on veut éteindre des feux. Pour régler ce problème-là, il faut changer un peu la culture, puis comment qu'on peut faire. L'IA peut nous aider à faire ça. Qui se fait interrompre 12 fois par jour aussi, à peu près? Que je ne suis pas tout seul. Je vais juste être sûr. Là. Fait que une des premières façons d'arrêter de se faire interrompre, c'est déjà avoir le temps de répondre. Fait que c'est pour ça que je vous parlais un peu avant ce point-là, qu'on peut utiliser des plugins cloud pour nous libérer du temps. Fait que pendant que notre plugin travaille, on n'est pas en train de cliquer dans une interface. Mais on pourrait vouloir faire des modèles prédictifs. Puis dans les modèles dans les différents projets que je présentais juste avant, c'est quand même pas si facile de faire des modèles de maintenance prédictive. Dans un modèle prédictif, 20% de l'effort, c'est l'IA à peu près, puis 80%, c'est la qualité des données puis des processus. Fait que je le relie directement à mes 2 points précédents, qui est notre qualité des données. Si on ne rentre pas toutes nos données dans le G1MAO, quand on va arriver pour faire un projet de maintenance prédictive, ça va être une catastrophe. Ça va être extrêmement difficile. On peut pas, c'est pas magique l'IA, on a besoin de données qui sont fiables, qu'on est capable de corréler avec les machines. On a besoin de données de voltage pour faire des modèles d'IA, par exemple. Si on les a pas, on n'est pas capable de les faire, nos modèles d'IA. Puis il nous faut des processus. Fait que si le monde part à la retraite et sont partis avec vos processus, ben là, on vient de perdre notre opportunité éventuellement de faire des modèles prédictifs, puis justement de commencer à éteindre les feux. Fait qu'il faut casser un peu cette spirale-là, mais ce n'est pas magique, dans le fond. Fait que ce que je voulais vous donner un outil pour vous aider à vous rendre là. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche vraiment, un modèle de maintenance prédictive? On a besoin de plusieurs choses. Je vous ai créé une espèce de cheat sheet que je vous partagerai et dans la présentation, il y a un QR code pour aller la downloader. Mais les data. On pourrait s'imaginer que faire un projet de maintenance prédictive, on peut faire ça sur n'importe quelle machine. Si vous avez une seule machine et qu'il y a 2 pannes par année dessus, c'est impossible qu'on fasse un projet de maintenance prédictive. Il faut beaucoup plus de données que ça. Fait qu'il faut énormément de machines. Il faut qu'il y ait des capteurs qui sont déjà en place et qui prennent des données. Fait que si vous n'avez pas de capteurs dans vos machines, ça ne sert à rien. S'il y a des bris sur un morceau dans la machine puis qu'elle marche, puis demain matin, elle casse, puis qu'on n'a pas de données à corréler, mais même si on essaie de faire un modèle, on ne réussira pas à faire un modèle de maintenance prédictive. Déjà, il faut accumuler ces données-là. Je sais pas, est-ce que vous accumulez les données dans toutes vos machines, dans des systèmes, des PI, Historian et compagnie? Il faut que ces données-là, on les accumule longtemps dans le temps. Fait que si avant même de commencer à penser à un projet de maintenance prédictive, il faut avoir ces données-là puis avoir plusieurs exemples. Puis, on va avoir des modes de défaillance qui sont prévisibles. Comme je disais, si on a un morceau qui marche à 100%, qui n'a aucun indicateur, puis que demain matin, il casse, on ne pourra pas faire un modèle d'IA pour prédire ça parce qu'on n'a pas de données, il n'y a rien qui peut corréler avec. Fait qu'il faut s'assurer que ce soit clair. Puis, pour s'assurer de ça, je reviens avec mon GMAO, il faut documenter tous les bris qu'il y a eu en amont pour être capable éventuellement de se rendre au projet de maintenance prédictive. Puis il faut de la patience, parce que c'est pas si facile que ça à faire des projets de maintenance prédictive. Puis on a besoin d'un champion qui connaît bien, là j'appelle ça des champions, vous l'appelez comme on veut, là, mais quelqu'un qui connaît très bien la machine, qui sait comment ça réagit. Je ne sais pas s'il y a du monde parmi vous qui vous entendez le bruit d'une machine, puis vous savez si ça va briser ou non. Là. Ça, c'est le genre de connaissance qui est absolument précieux quand on fait un projet de maintenance prédictive, parce que ça nous donne des insights sur qu'est-ce
qu'est-ce qui corrèle un bris précisément dans un modèle d'IA. Fait que maintenant, comment détecter quand un vendeur essaie de te vendre du vent? Est-ce trop hard ou... Non, c'est correct, parce que c'est notre vendeur. Fait que si un vendeur vous dit 80% de réduction de panne en 3 mois, c'est une promesse irréaliste. Projet de maintenance prédictive, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Il faut faire des preuves de concept, il faut investiguer les données, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui se passe, ça demande de la recherche. Ce n'est pas réaliste de faire un modèle de prédictif en si peu de temps. S'il y en a un qui vous promet un modèle universel sans calibration spécifique sur vos données, il faut que le modèle soit entraîné spécifiquement pour votre machine, vos données, sur les signaux précisément, sinon ça ne va pas être un succès. Il faut qu'il y ait une personne qui est capable de définir les mean time before failure actuels. Il faut qu'on ait cette information-là. Il faut un ROI calculé sur... Il ne faut pas un ROI calculé sur des pannes hypothétiques, mais des vraies pannes. Puis pour calculer ce ROI-là, il faut s'assurer d'avoir les vraies données, avoir les vraies pannes documentées pour calculer le ROI. Un plan de transition post-POC. Fait qu'on va faire une preuve de concept en premier. On veut s'assurer que ça fonctionne, qu'on soit capable de faire de la maintenance prédictive sur votre projet en particulier. Mais il faut un plan de transition parce que, comme dirait si bien l'adage, un projet d'IA, spécifiquement en maintenance prédictive, ça ne se termine pas, ça s'abandonne. Fait qu'un projet d'IA, il faut toujours le maintenir à jour. Des fois, la machine a drift, des fois, on change des paramètres, des fois, n'importe quoi peut changer. Le modèle perd en performance. Quand on se lance dans ce genre de projet-là, il faut garder à l'idée, à l'esprit, qu'il va toujours falloir retravailler un peu sur le projet puis le maintenir. Puis la gestion de changement. Vraiment important aussi là, à prendre en compte. On a fait des projets qu'on pourrait prendre le contrôle sur la machine. Mettons, on fait de la maintenance prédictive, puis on est capable de déterminer à quel moment la personne doit mettre un ballot de plastique, mettons, dans la machine. Mais au départ, on faisait juste mettre une alerte. L'écran disait « OK, c'est bon, tu peux peser sur le bouton ». Fait que ça a fait partie un peu de la gestion du changement pour que les opérateurs puissent valider que le modèle était de qualité. Puis à un certain moment, on s'est plugué directement sur la machine. On a pris le contrôle sur la machine puis tout roulait de manière autonome, mettons. Mais ça, c'est quand même un peu de gestion du changement. Je finis avec ça. On a 3 piliers pour vérifier la maturité des capteurs. Dans le fond, si on a des machines avec de l'instrumentation native, ça veut dire de la robotique industrielle dans les moteurs d'avion et compagnie, là, il y a déjà beaucoup de senseurs. Fait que si vous avez ce genre de machinerie-là, on peut prendre les données de ces sensors-là. Généralement, sont très, très fiables, puis on est capable de faire des modèles assez rapidement. Fait que ça, c'est des projets qui vont prendre moins de temps à mettre en place. Souvent, si on n'a pas tous les sensors, il va falloir rajouter de l'instrumentation. Puis des fois, c'est intéressant, cette étape-là. Mettons qu'on rajoute des senseurs. Tu sais, tantôt, je vous parlais de Maurice qui écoute la machine puis qui sait qu'elle va péter. Hein. Il y a un de nos clients qu'au lieu d'acheter des accéléromètres à genre 1500$ chaque, il a mis des micros pour écouter la machine. Puis on a réussi à faire un modèle d'IA avec le son des micros pour prédire quand est-ce que la machine allait péter. Fait que c'est le genre de solution un peu out of the box qui peut être intéressant. Puis si on a des capteurs puis qu'on n'est pas capable puis qu'on n'a pas puis ça ne plante pas, mettons, vous installez des capteurs, il se passe 24 mois, puis il n'y a pas eu de bris, il n'y a pas eu rien qui casse ou juste 1 ou 2 événements, on ne réussira pas à faire un modèle de maintenance prédictive. Ça vous va? Fait que je termine avec ça. J'espère que je vous ai apporté un peu, il est là, en soit dit en passant, avec le code QR, je vous ai fait un document avec tous les points que je viens de vous parler, si jamais vous voulez aller de l'avant avec un modèle de maintenance prédictive. Fait que je m'arrête là. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez faire un plugin Claude, pour vrai, là, lancez-vous. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. À un moment donné, vous avez un déclic. Là. Même si vous n'êtes pas des développeurs, vous n'êtes pas habitués avec ça, là, vous pouvez tout développer un peu avec Claude. Là. Faire des plugins, c'est quand même assez accessible. Puis à un moment donné, vous allez avoir un déclic du jour au lendemain, puis vous allez vouloir automatiser absolument tout avec Claude. Là. Fait que c'est, je sais pas si y en a-tu ici qui ont essayé de faire des plugins Claude, qui ont testé un peu? Personne? Fait qu'on s'en reparle dans 6 mois. Puis vous allez avoir testé, mais c'est malade. Je vous encourage fortement à tester ce genre d'outils. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
ça marche avec ChatGPT aussi, les plugins? Non. Non. Pas pour l'instant. Ils ont sorti les skills, hein, fait que c'est un peu la même chose. Ils suivent la parade là, quand même. Là, fait que, tu sais, ChatGPT ont sorti les skills. J'ai vu dernièrement dans Copilot qu'ils ont sorti le concept, mais pour l'instant, Claude mène la course avec ce concept-là qui est vraiment efficient, mais je n'ai pas de doute que tous les autres fournisseurs d'IA vont suivre la même recette. Là. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est l'heure de la bière? Ou? Oui. Ouais, c'est l'heure de la bière. On a une question. Vas-y. Je suis constamment challengé par la lecture des écritures des électromécaniciens qu'ils mettent dans leur bande de travail. La question que je me posais, c'est que est-ce qu'il existe déjà un script qui peut nous permettre d'aller chercher cette écriture humaine-là, la synthétiser et nous la ramener? Est-ce qu'ils écrivent mieux ou pire que des médecins? S'ils écrivent mieux que des médecins, on peut le faire. Non, c'est pas vrai. On a fait un projet chez VUBAN, justement, d'aller extraire l'information. Vous connaissez les castonguettes? Vous savez c'est quoi? Tu sais que vous allez à l'hôpital, puis ils prennent votre carte, puis ils font comme sur une vieille machine archaïque, puis là, ils vous donnent un papier, puis ils disent « donne ça à ton médecin. » Là. Bon, puis le médecin, il écrit les actes qu'il a faits sur ce papier-là, puis là, il écrit vraiment de manière ultra lisible que tout le monde comprend. Fait que c'est avec ces castonguettes-là qu'on fait la facturation, fait que les médecins sont payés avec ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient les castonguettes une à la main, puis qui remplissaient ça dans un logiciel. Fait qu'il fallait qu'ils détectent l'écriture des médecins. Fait qu'on a fait un projet qui vient extraire l'information des castonguettes, dont beaucoup d'écritures de médecins. Puis on a eu un taux de succès assez élevé. Fait que je suis pas mal confiant que de l'écriture d'ingénieurs va être plus facile à lire que l'écriture des médecins. D'autres questions? Oh. Bon, ben, merci Hugo. Ça fait plaisir, merci Yes. tout le monde. All right, on va passer à 2 tirages au sort. On va vous donner le temps de scanner le code QR sur vos cahiers du participant pour remplir les évaluations. Donnez-nous vos commentaires sur la journée, le déroulement, les présentations que vous avez vues aujourd'hui et on pourra les relayer à nos conférenciers. Donc, on va vous donner quelques minutes pour remplir ça, puis on va